Hello tout le monde et bienvenue à vous dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Aujourd'hui, je reçois Amira Boujra, que je vois souvent sur les réseaux sociaux et qui est journaliste et actrice. Et d'ailleurs, elle va justement nous parler un peu plus d'elle-même et de son parcours dans cet épisode. Bienvenue à toi, Amira. Merci Sia, merci beaucoup de m'avoir invitée et très contente de participer à ce podcast. Eh ben, ça me fait plaisir, moi aussi. Bienvenue à toi. Et je t'ai présenté un petit peu. J'aimerais bien que tu nous donnes, on va dire, un aperçu de qui est Amira, à part ce qu'on voit un petit peu dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, je t'écoute. Je déteste faire ça parce que je sais pas parler de moi. Alors, je m'appelle Amira, je vis actuellement à Paris, je viens d'Algérie. Je suis journaliste freelance et productrice de contenu, donc je produis des contenus qui sont un peu en rapport avec le journalisme sur mes réseaux sociaux. En fait, j'ai plusieurs casquettes. J'ai déjà été actrice, j'ai déjà eu une petite expérience dans le domaine de l'actorat. Et voilà, ça fait 2 ans et demi que je vis en France. Pratiquement, on a dépassé les 2 ans et demi quand même. Voilà, c'est ça. Bah, très bien, très bien. Tu sais, Amira, moi, je t'ai découvert sur Instagram, sur les réseaux sociaux, évidemment. Mmh. Et les réseaux sociaux, heureusement, hein, ça nous crée de très belles rencontres. Et tu sais, ça m'a vraiment attiré ta façon de faire, ton énergie que tu dégages à travers tes vidéos et comment, surtout, tu expliques, en fait, ce qui se passe dans l'actualité du monde. Et ça, c'est juste magnifique parce que généralement, quand on écoute un peu les journalistes, ils ont un langage approprié, donc c'est pas tout le monde et c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Un adolescent ou quelqu'un qui n'a jamais peut-être fait d'études et tout, donc il peut pas vraiment peut-être comprendre certains termes, une certaine terminologie. Donc ce que j'ai observé à travers tes vidéos est que c'est tellement fluide, simple, et puis tu rajoutes parfois quelques notes d'humour, et c'est ce que j'ai adoré. Je me suis dit, mais comment t'as eu l'idée justement de faire ça? Alors, je t'explique. Ça a commencé quand j'ai commencé ma carrière à 21 ans. J'ai intégré un média indépendant en Algérie. Donc, j'ai toqué à la porte pour demander, j'ai postulé pour un stage. Et on m'avait recruté. Et à l'époque, je travaillais avec des grands journalistes, je travaillais avec des gens expérimentés, etc. Et à un moment donné, je lis les articles à un moment donné, j'avais l'impression que les journalistes écrivaient, rédigeaient pour eux-mêmes. C'est-à-dire qui a le plus de vocabulaire, qui a un vocabulaire riche, qui écrit le mieux. Sauf que la première mission d'un journaliste, c'est d'informer et surtout de vulgariser, c'est-à-dire expliquer à tout le monde et rendre l'information accessible à tous, c'est-à-dire accessible, voilà, c'est ça. Accessible. Donc c'est là que cette petite idée a commencé à mijoter, on va dire, dans ma tête. Et après j'ai fait j'ai frayé mon petit chemin, j'ai présenté le Flash Info en arabe et en français, j'écrivais des articles, j'avais une chronique aussi. Et quand j'ai quitté l'Algérie, j'ai quitté ce média, j'étais partie vivre aux Pays-Bas parce que j'avais décroché une bourse pro pour quelques mois. J'ai quitté donc ce média indépendant, j'étais partie vivre aux Pays-Bas. Et comme moi j'ai une passion, c'est de produire des vidéos. Je passe mon temps à filmer tout et n'importe quoi sur mon téléphone, j'adore faire ça. Donc j'ai commencé à faire des petits vlogs là-bas. Ensuite, ici en France, j'étais venue après quelques mois de ma formation aux Pays-Bas, j'ai décidé de venir m'installer en France parce que à la base je devais faire une école en France. Ça c'est une autre histoire, on parlera de ça si tu veux après. Et donc je me suis dit bon, il y a l'actualité, ok, il y a les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas besoin de moi pour avoir l'information. C'est-à-dire, on peut avoir l'information sur Twitter, à la télé, les news, les notifications. Et c'est là où je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu rendre l'information, surtout aux Algériens, hein, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours ce lien avec l'Algérie. Donc, même si des fois je parle de faits un peu, je donne l'actualité mondiale, Oui, mais j'ai ouais. toujours ce besoin-là d'informer ma communauté, d'informer les Algériens. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment naturel. J'ai fait la première vidéo, au début, c'était sur TikTok et ça a tellement bien marché que je me dis, allez, je vais me lancer sur Instagram et sur Facebook, etc. Voilà. D'accord. Donc le but, c'est vraiment de transmettre une information simple et puis
on va dire, à tout le monde, à tout le public. Exactement. Voilà, petit ou grand, tout le monde peut comprendre. Et ça, c'est super. Exactement. Oui, parce que j'ai l'impression que les journalistes perdent un peu cette. En fait, c'est une mission qui se perd. Maintenant, on essaye juste de. Soit la femme, on choisit la présentatrice la plus belle, celle qui a le plus de charisme, qui a le plus, qui a un physique avantageux. Soit on est là, qui choisit les mots les plus sophistiqués, le vocabulaire le plus riche. Sauf que le journaliste est là pour informer le peuple, pour informer tout le monde, donc pour vulgariser, c'est-à-dire prendre des statistiques, prendre des informations, des mots techniques et les rendre tellement simples pour les transmettre à ce peuple-là. Donc, et je pense que c'est une mission qui se perd de nos jours, en tout cas. Et c'est ce que tu fais, toi, aujourd'hui, justement, pour nourrir ce côté-là et puis encourager les gens non seulement en fait, à se renseigner sur ce qui se passe dans l'actualité. Exactement. Voilà. Et aller, au fait, chercher réellement qu'est-ce qui se passe et comment. Et parce que certaines personnes, tellement qu'ils comprennent pas, au fait, ce qui se passe, qu'ils se disent, bon, c'est quelque chose que je comprends pas, donc j'évite. Alors qu'on a vraiment besoin de comprendre, voilà. Et en tout cas, de toute façon, même moi, j'ai l'habitude de regarder tes vidéos et parfois je me dis, elle explique tellement bien la chose que je peux pas faire mieux, en fait. Et des fois, je passe mon temps à regarder les gens sur les réseaux, enfin, à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour m'inspirer et trouver des. Oui. Bon, c'est un mot un peu démodé, mais moi je le dis tout le temps, c'est des punchlines. Trouver des phrases, c'est des phrases clés, parce que c'est des phrases qui sortent soit de la rue, soit des stades, soit des réseaux sociaux, pour les utiliser pour être proche de ces gens-là, c'est-à-dire même ceux qui ne regardent jamais la télé, qui ne cherchent jamais à regarder les infos, bah, il va regarder la vidéo d'Emma, il va avoir l'impression que c'est de entertainment, c'est de divertissement, mais en fait c'est pas du divertissement, c'est de l'actualité en vrai. Tout à fait, c'est exactement ça. Bah, c'est magnifique, très belle façon de transmettre le message. Tu as travaillé 7 ans en Algérie. Oui. Comme journaliste. Allez, un peu moins de 7 ans quand même. Un peu moins de 7 ans, d'accord. Ouais. Et comme journaliste présentatrice. Et, yes. Ok. Et quand même une expérience importante, hein, voilà, presque 7 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience aujourd'hui? Oula, je retiens beaucoup de choses grâce à ce média indépendant, grâce à mon expérience, parce que j'ai occupé plusieurs casquettes dans le même média, enfin au sein de la même entreprise. J'ai fait donc présentatrice, j'ai écrit des articles, ensuite je montais un peu dans le grade à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce que je retiens de cette expérience? En fait, j'ai appris beaucoup de choses. Le journalisme m'a beaucoup endurci, même si j'estime que je suis une personne assez forte, mais ce métier-là m'a beaucoup endurci parce que quelque part c'est un combat, le journalisme. À un certain moment, dans certains pays, dans certains contextes, conjonctures, ça devient un combat quotidien. Et en plus d'être femme, c'est aussi en fait c'est un challenge en plus. Supplémentaire, ouais. Donc, oui. Donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai plus confiance en moi. J'ai appris à parler ouvertement en public, à m'exprimer. J'ai appris comment transmettre une idée et surtout j'ai cette capacité que j'avais pas avant, je dirais, même si j'ai commencé très très jeune le journalisme. Ouais. J'ai appris une chose, c'est maintenant grâce à mon expérience en Algérie surtout. En fait, je sais parler à toutes les tranches de la société. Je peux parler à un intellectuel, comme je peux parler à la retraitée, la grand-mère retraitée du quartier, comme je peux parler aux jeunes, entre guillemets, un peu mafieux du quartier qui s'expriment pas comme les autres, comme je peux parler... Et je pense que c'est une très très belle chose parce que ça me permet de m'adapter à toutes les situations. Donc voilà, c'est une des centaines de milliers de choses que le journalisme a appris. D'accord, bah super. Ouais. Présentatrice à la télé, est-ce qu'aujourd'hui tu aspires à revenir vers ça, à faire un retour, ou c'est quoi un peu, comment tu vois un peu, le après? Alors, là, depuis que je suis en France, j'ai déjà été présentatrice en France pour une chaîne algérienne. C'était une brève expérience. Ensuite, je travaille en tant que journaliste freelance, donc je produis des vidéos pour des médias. Ouais. Donc quelque part, je suis un peu présentatrice. Hein. C'est juste que c'est sur le net. C'est pas. On a un peu cassé les codes de la télévision. Ouais. Là, je suis freelance parce qu'en fait, ça me permet
ça me permet de produire des contenus, donc de m'occuper de mes réseaux et de mon projet, et aussi de travailler avec plusieurs médias. Donc, je travaille pour un média français, je fais des vidéos, donc je fais du terrain et du face caméra, post-production, donc je fais du montage, etc. Après, dans le journalisme, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que au contraire, pour moi, le terrain, c'est le plus important dans le journalisme. Donc, franchement, en étant freelance, j'ai cette possibilité de travailler enfin, de faire toutes ces missions-là, c'est-à-dire faire de la pré-production, de la post-production, de face caméra, présenter, écrire, interviewer des gens, aborder les gens dans la rue. Donc, ça va. Pour le moment, ça va. Je fais pas une nuit, on va dire. Eh ben, super. Et quand on parle de terrain, justement, c'est un peu ce que tu fais actuellement, hein, c'est la couverture, par exemple, des Jeux Olympiques pour voilà, l'un des médias. C'est bien ça, hein? Oui. Pour Wadah, surtout, c'est le média que j'ai rejoint il y a pas longtemps. J'ai rejoint il y a on va dire, au début des JO. Je leur produis des vidéos qui parlent des JO, quand c'est soit des follow me, donc une couverture sur place, soit des vidéos d'information, des pastilles, qu'on appelle des pastilles informations. Voilà. Et je vois ton émotion quand, par exemple, là, hier soir, il y a notre championne, Iman Khalif, qui a eu la médaille d'or quand même. Et franchement, on est tous fiers justement de ça. Et moi, je vois bien l'émotion de Amira sur Instagram, sur les réseaux et tout. L'émotion de la femme algérienne, la femme, pas que journaliste, mais la femme algérienne qui est fière justement de la championne. Et hier, c'était plus une question de boxe ou de JO. Hier, c'est plus une revanche que Iman a dû tirer. Et en fait, elle jouait l'Algérie, elle jouait la dignité de l'Algérie et toute une histoire. Parce que avec tous les messages de haine qu'elle recevait et toute cette polémique qui a pris quand même une tournure planétaire. Donc hier, c'était plus qu'une question de médaille d'or ou de JO, c'était une question, c'était une revanche plus grande que ça. C'était beaucoup plus grand que ça, Amira, qu'est-ce qui t'a amené à ce monde d'audiovisuel, de journalisme? Comment, je sais que tu as fait l'ITFC, donc c'est l'Université d'Alger. Voilà, donc tu as une licence en audiovisuel et master en communication sociale et politique. Sociale et politique, Voilà, comment t'es arrivée à ça? Comment tu as atterri ici? Alors, tu vas rigoler. J'ai réalisé le rêve de ma mère sans que je me rende compte. Ma mère m'a toujours dit, oui, je veux que tu sois journaliste, présentatrice. Mais elle m'a jamais imposé, elle m'a jamais rien imposé. Et moi, j'ai toujours voulu être traductrice parce que j'ai passé ma vie à transmettre aux gens à traduire aux gens ce que disaient mes parents et vice versa. Donc, j'expliquais à mes parents ce que disaient les gens. Et donc voilà, ma mère, elle passait son temps à me dire, oui, tu vas être journaliste. Moi, j'ai jamais pensé. Quand j'ai eu mon bac, j'avais une liste de choix. Et j'avais un bac de 13,70 et à l'époque, c'était en 2013, je suis pas si vieille que ça. À l'époque, j'avais mis comme premier choix. En fait, on pouvait pas accéder à l'université d'interprétariat, enfin l'établissement d'interprétariat. Il fallait d'abord faire une licence soit en français ou en anglais, dans une langue, et ensuite faire un master interprétariat, donc traduction. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire comme premier choix anglais, et après, ça me permettrait, une fois la licence obtenue, ça me permettrait de m'inscrire pour devenir un interprète. Et comme par hasard, j'avais comme deuxième choix, donc le journalisme, et moi, je savais pas que j'avais la moyenne. Pour moi, il fallait avoir 14 au bac. Et moi, j'avais 13 et quelques, sauf que cette année, le destin a fait que le rêve de ma mère se réalise. Wow. Et bizarrement, c'est en intégrant le journalisme que j'ai appris à aimer ce métier. C'est-à-dire, ça n'a jamais été un métier un métier de rêve. Ça n'a jamais été, on va dire, ton rêve d'enfant. Avant le bac, non. C'était plutôt le rêve de ma mère. Mais mes parents ne m'ont jamais rien imposé. J'ai toujours fait mes choix. J'ai toujours. Et c'est en intégrant cette faculté, ce qui n'était pas facile, parce que on n'a pas beaucoup de moyens en Algérie. Il y a trop de théorie. Après, une fois sur le terrain, c'est un peu difficile. Tu sais pas par où commencer. Ça n'a rien à voir. On se dit oui, voilà. Donc c'est très 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 difficile. Et voilà, c'est en exerçant ce métier que j'ai appris à l'aimer. Et là, aujourd'hui, je me vois pas être autre que journaliste ou faire autre chose.
Qu'est-ce Ouais, qui, ouais, ouais, qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Est-ce que c'est le relationnel? Est-ce que c'est comment tu arrives à transmettre justement le message? C'est quoi? c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est de rendre les choses agréables, c'est de transmettre, en fait, c'est toujours d'expliquer. Parce qu'en fait, je suis née, j'avais donné une conférence aux Pays-Bas dans le cadre de ma formation. J'avais donné une conférence et j'avais dit une phrase qui a marqué beaucoup, Mm. enfin les étudiants là-bas. Et j'ai dit ça, j'ai toujours été l'oreille de mes parents, l'oreille et la bouche de mes parents. Et j'ai l'impression, en fait, que le journalisme, c'est un peu une continuité de ma mission. Depuis que je suis née, je ne fais que ça. J'explique à mes parents, je transmets les informations, ce que disent mes parents, donc au monde, à Justement, l'extérieur. on va expliquer Voilà. ça davantage Et donc parce j'ai que l'impression que c'est un peu une continuité de une ce. continuité de ce que tu faisais étant C'est ça, petite c'est ça. Ouais, et quand tu étais chez tes parents. Et c'est magnifique, en fait, juste pour que les auditeurs ou les gens qui nous regardent comprennent mieux. ouais. Mais là, tu es fille et tu es fille unique voilà, Enfant unique. enfant, pardon, enfant Ouais, unique, parce que fille exactement. unique, j'aurais pu avoir des frères. Ouais, Un frère, exactement, ou des frères. Alors, tu es enfant plutôt unique de parents sourds, muets. ouais, ouais. Waouh! Comment justement tu as pu vivre ça et comment l'information justement, elle a pu se transmettre entre toi et tes parents? D'habitude, les gens ne me posent pas cette question. D'habitude, la première question que les gens me posent, c'est comment t'as appris à parler. C'est trop drôle, hein. C'est trop drôle. Bah, Ok, ok. c'était trop drôle. Alors, il faut savoir que déjà, il faut corriger une information. Le langage des signes n'a jamais été universel. C'est-à-dire le langage des signes ici en France, c'est pas celui en Algérie, donc c'est pas universel. C'est Ok. un peu comme les langues et les lettres. Donc en français, l'arabe, l'anglais, c'est pas pareil. Euh, et avec mes parents, en fait, mes parents, ils sont analphabètes, donc ils n'ont jamais été à l'école. Parce que ils sont nés en 53, et à l'époque, il n'y avait pas les écoles pour les souris-muets, c'était pas développé. Et, si tu veux, mes parents, ils ont développé un peu leur propre langage des signes. Hmm. Voilà. Et comme mon père, en fait, je dis sourd et muet pour résumer, mais mon père, il est sourd complètement, mais il parle normalement. Et ma mère, c'est le contraire. Ma mère, elle est sourde, oui, complètement. Elle parle pas comme nous. C'est-à-dire, elle parle, mais pas comme nous. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a développé un peu notre propre langage des Propre signes. langage à la Voilà. maison, c'est ça? Voilà, voilà, Ouais, voilà. Et mes ouais. parents, ils lisent un peu sur les lèvres, donc c'est ce qui leur permet de comprendre un peu les gens à l'extérieur. Mais oui, je pense que j'ai été chanceuse parce que même s'ils sont analphabètes, mais c'est des gens qui sont très, enfin, qui ont bien vécu leur vie, qui ont travaillé, qui se sont mélangés au monde extérieur, aux gens. Donc, ils ont voyagé, donc, je pense que c'est ce qui c'est ce côté-là où ils sont très indépendants. Très bien. Donc ils ont su, voilà, ils ont su déjà m'éduquer et faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Hein, je pense, je sais pas. Justement, ça veut dire, au fait, ça n'a pas fait un blocage pour eux, le fait que, voilà, que ta maman, par exemple, n'entende pas ou que ton papa ait aussi voilà, une certaine complication. Ils ont bien intégré la société et ils ont, Oui, comme tu l'as oui, dit, oui. travaillé, voyagé, etc. Comment tu voyais ça? Est-ce que tu te comparais, toi, avec les autres enfants à l'école? Tu disais, attends, mais regarde, leurs parents, ils parlent, moi, les miens, on a quelque chose de différent. Comment Ça va être très drôle, Oui, mais c'est pas étant enfant que j'ai réalisé que ma vie était différente. Ça s'est passé à l'âge de 23 ans. Je crois que je l'ai jamais dit. C'est la première fois que je lui dis t'as un scoop, si elle, hein. ok. Enfin, je l'ai dit en off, mais je l'ai jamais dit comme ça. Euh, C'était à 23 ans, bah, j'étais allongée et Mm. j'écoute le podcast. C'était pas le podcast, oui, c'était le podcast de On de la te raconte, tu dois Mm. connaître. Oui, Et il résumait le livre d'une personne. Cette personne-là, en fait, elle a eu la même vie que moi. ok. C'est vraiment, oui, c'était effrayant parce que les détails de sa vie sont pareils. Et c'était le résumé d'un livre qu'elle a écrit sur sa vie. C'était l'enfant aussi. Elle n'est pas l'enfant unique de parents surmuets, mais elle a eu des frères et sœurs, mais elle a vécu le plus longtemps avec ses parents avant l'arrivée de ses frères et sœurs, de son Ok. frère et sa sœur. Et donc j'écoute et
Et c'est là où je me rends compte, en fait, que toute ma vie a été différente. En fait, j'avais pas le temps de réaliser. J'étais tellement, C'est ça. Ouais. voilà, j'étais tellement, en fait, il fallait que je gère plein de choses en même temps. Il fallait que, parce que, en fait, quand on est l'enfant unique de parents sourds et muets, on n'a plus, on n'est pas l'enfant de ses parents, on devient, c'est un terme que j'ai déjà lu quelque part, c'est l'enfant parentisé. Mhm. J'espère que je le dis bien. C'est l'enfant qui va se sentir, lui, parent de ses parents. Donc, j'ai jamais eu le temps de réaliser, en fait, ah oui, ma vie a été, j'ai jamais eu le temps de souffler. Et c'est en écoutant ce podcast, donc j'ai été chercher, j'ai lu les livres et je me suis dit, waouh, le livre, enfin, c'est là où je me suis dit, je suis différente. Je n'ai pas eu une enfance normale, je n'ai pas une vie normale. Donc oui, je suis différente et il a fallu que je comprenne. Parce qu'en fait, pendant des années, je pensais que j'étais en dépression parce que je suis ce qu'on appelle hypersensible. Ça, il a fallu un gros travail Ouais. pour Ouais. que je le comprenne. Ouais. Et donc, il y avait des moments où je me disais, je suis peut-être en dépression, je suis très, très sensible à tout. Oui. Et donc, je ressens tout fois 10. Et donc, c'est en lisant, vraiment, hein, c'est ce podcast-là de Ondolade raconte, c'est le livre de cette personne-là qui a changé ma vie. Parce que c'est là où Qui a j'ai créé ce appris. déclic, en fait. C'est un déclic. C'est ça. Ça a Wow. titillé ma curiosité et c'est là où j'ai commencé à me dire, oui, mais là, ta vie, elle est différente. Tu n'as pas une enfance normale, Mm. une enfance très heureuse, attention, hein, mais elle est différente quand même. Elle n'est pas normale. Et donc, c'est là où Mais- j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, Mm. à chaque fois, en me disant, oui, si je réagis comme ça, si je ressens telle ou telle chose, c'est parce que j'ai vécu ça, c'est parce que mon enfance a été comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je découvre des choses sur moi, attention, hein, Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Par exemple, j'ai toujours eu peur des pétards. Ok. Enfin, tout ce qui éclate, Mm. c'est incroyable, mais on dirait tout ce qui. D'ailleurs, même quand il y a des ballons chez moi, je suis là à T'as peur? attendre. T'es là à Voilà, j'ai peur qu'ils surveiller. éclatent. T'attends jamais. Ouais. J'ai peur des. Et Ouais. avec le temps, j'ai compris en fait, ma mère, elle a perdu Louis. Pardon, elle a perdu, enfin, elle est devenue quelque part handicapée à cause d'une explosion. Donc, c'était des suites d'une explosion, elle a eu un choc, ensuite une méningite, et des suites de cette méningite, donc elle est devenue sourde. Elles n'entendent plus. Ok. Voilà. Et c'est ça, en fait, je me suis dit, ah oui, mais j'ai jamais su expliquer ça, mais en fait, ça a été transmis peut-être dans les gènes, ou je sais pas, mais c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui, je découvre des choses sur moi que je ne connaissais pas. Mm. C'est beau Enfin, ce que je tu donne dis. des explications à des choses Ouais. plutôt. Mais c'est beau ce que Ouais, tu dis parce que justement, dans la vie en général, tout commence par un déclic. Si on a c'est vrai, besoin de comprendre certaines choses, on a c'est besoin vrai. en fait, d'avoir les réponses à certaines questions. Et c'est magique chez toi parce que ça a été le déclic qui a répondu avec le temps, évidemment, comme tu l'as bien dit jusqu'aujourd'hui, qui a répondu à beaucoup de tes questions. Donc jusqu'aujourd'hui, tu es en train de toujours faire cette introspection intérieure et profonde. Eh ben, bravo Ouais, pour toi. merci, Et, merci. mais tu sais, en me racontant ça, ce que je retiens, est que tellement que tes parents ont fait bien les choses pendant ton enfance, pendant ton adolescence, jusqu'à ce que voilà, t'as grandi, que tu te sentais jamais vraiment très différente. C'est tu t'es pas posé vraiment la question que ah tiens, C'est ça, c'est ça. pourquoi ou bien voilà, tu entrais dans des dépressions quand tu étais petite et tout. Le truc c'est que ils ont tellement bien fait les choses, ils ont tellement bien transmis les messages, ils ont tellement voilà, d'une certaine manière protégé leur fille et vécu dans cette ambiance différente, mais vécu justement sereinement, que t'as pas trouvé ça finalement très différent. C'est ça, au fait. C'est ça, exactement. J'ai eu une éducation comme tous les autres enfants. J'ai eu beaucoup d'amour, heureusement. Mm. Mes parents m'ont donné beaucoup, beaucoup d'amour à leur manière, encore une Ouais, fois. ouais. Ils se sont exprimés à leur manière, mais Mm. en tout cas, ça ne les a pas empêchés d'éduquer un enfant dans les meilleures conditions et euh, Mm. c'est ça. En fait, c'est parce qu'ils ont tellement bien fait les choses que Oui, que ouais, j'ai pas eu le temps de chercher ailleurs ou de me poser des questions ou de me comparer ma vie, mon ouais. enfance aux autres, quoi. Ouais, Mm. c'est vrai, c'est vrai. Je trouve ton exemple très inspirant. Ta vie elle-même, elle est très inspirante parce que avoir des parents sourds-muets et puis un enfant journaliste, c'est juste incroyable quand même. Journaliste qui parle, qui transmet le message, qui sait le transmettre. Et Oui. puis, comment ça s'est fait? Bah oui, ça demande une certaine intelligence. Bah, je te félicite vraiment, Amira.
Oui, on dit que je suis intelligente. Oui, bah heureusement, hein, parce que l'intelligence c'est pas qu'une matière brute, hein, ça se Tout à fait. cultive, ça se travaille. Tout à On fait. est avec un capital, Exact. mais il faut aussi le travailler. Et je pense Exactement. que j'ai travaillé ce capital-là et cette matière brute. C'est ce que tu as Et fait. voilà, donc Exactement. oui. Et d'où t'obtiens finalement cette force que je vois moi à travers ce que tu fais, ce que tu dis, cette envie et volonté de d'avancer, de donner, cette ambition. D'où tu obtiens cette force? De ma vie, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, je, je, j'avais beaucoup de mal à, comment dire ça, j'avais beaucoup de mal à pas m'imposer. Parce que quelque part, qu'on le veuille ou pas, on vit dans une société où c'est une société d'hommes, hein, masculine. Donc le fait de sortir avec mon père et par exemple aller faire une procédure administrative ou demander des documents et parler à la place de son père, une petite gamine qui parle à la place de son père, donc on la regarde mal, tu respectes pas ton père, il faut toujours expliquer et à chaque fois expliquer que le papa est sourimé, donc je suis là pour communiquer et rendre la communication possible et fluide. Donc c'est ce combat quotidien d'essayer de s'imposer, oh je suis là, même si je suis petite, c'est à moi qu'il faut parler. Donc Ouais. et je pense que c'est de là que je puise cette force. Je pense, hein, je le dis comme ça, j'essaye d'analyser un peu Mm. ma personne. Et je Oui. pense que c'est de là parce que en fait tout tout était, j'aime pas dire difficile, même si c'est le cas, mais Mm. tout a été Pas très facile compliqué pour toi. et différent. Voilà, même les simples tâches quotidiennes étaient compliquées et différentes. Donc, à un très jeune âge, il faut comprendre ce que c'est facture d'électricité, il faut comprendre ce que c'est répondre au téléphone, demander au patron de ton père de payer ton père parce que voilà, il a travaillé, demander au client de payer ton père. Enfin, Oui. tout ça, ça a fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que moi je trouve un peu. Enfin, c'est pas pour minimiser un peu, attention, hein, les galères des autres personnes, mais des gens qui m'entourent. Mais quand je vois les filles de mon âge rencontrer certaines difficultés, et elles se plaignent, elles ont, voilà, elles sont. Bah, je trouve ça un peu. Enfin, il y a des choses que pour moi, je les ai surmontées à un très jeune âge. Donc quand je vois certaines difficultés, je me dis non, mais ça c'est pas censé être une difficulté, c'est pas censé être accablant, c'est pas censé être. Mm. Donc ouais, je pense que c'est ça, c'est mon enfance, c'est surtout Oui. mon enfance. Oui, ton Ouais, enfance, là où tu as appris le sens de la responsabilité, très c'est jeune. ça. Oui, et j'ai subi beaucoup d'harcèlement, attention, hein, l'harcèlement à l'école, Mm. des enfants, des profs de l'école primaire surtout. J'ai subi beaucoup d'harcèlement parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais très très malade. De mes 0 à 8 ans, j'étais très malade. J'avais ce qu'on appelle une microsphérocytose. C'est une maladie un peu rare. Oui. Donc, pour résumer, c'est que la rate, elle pouvait, à un certain moment, elle pouvait plus faire son travail correctement parce qu'elle recevait beaucoup plus de globules rouges qu'il en fallait. Et donc, j'étais très très malade et je m'absentais beaucoup. Oui. Et les professeurs me faisaient tout le temps savoir que parce que mes parents sont sourds et muets et parce que ils sont analphabètes, que j'étais pas forcément malade et que je m'absentais parce que je faisais ce que je voulais de ma vie et voilà, donc je manipulais quelque part mes Oui, parents les pour ne parents. pas aller à Ouais. l'école. Mm. Et dire ça à une enfant, Mm. c'est pour moi c'est l'une des plus grosses. Enfin, c'est d'une Bêtise. violence. Ben oui. C'est violent de dire ça à une enfant qui déjà qui comprend pas ce que ça veut dire le vice de ne pas aller à l'école. On parle de l'école primaire, hein, Voilà. Oui, oui. on parle pas de lycée où on commence à devenir adolescente. On parle vraiment de l'école primaire. Mm. Donc j'ai été harcelée et en fait et le fait que, enfin, une fois, mon père est parti me défendre, donc il a quelque part menacé Ouais. cette maîtresse d'école. Et ça s'est retourné contre moi parce que cette maîtresse a commencé à me boycotter, à expliquer à toute la classe que il fallait pas qu'on me parle, il fallait pas que quand je participe, on me donnait pas la parole parce que voilà, je suis la fille qui veut pas être éduquée par la maîtresse. Parce qu'ils ont tellement normalisé la violence verbale et physique à Tout à l'école, fait. enfin ça il faut qu'on en parle parce que j'ai l'impression que c'est Oui. banalisé. Oui. Voilà. Euh, Pas trop voilà, ils ont d'importance à tellement ça. normalisé Ouais. cette violence que voilà, donc ça s'est retourné contre moi. Mm. C'était des années et des années. Donc j'ai subi l'harcèlement. On se moquait de moi, de ma manière d'être, de comment je parlais, comment je me comportais. Donc c'est des années de voilà de moqueries et tout ça. Et je pense que c'est ce qui a fait, c'est ce qui c'est en fait c'est devenu une force aujourd'hui.
Tout à C'est fait. pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une confiance en moi. Et surtout, c'est ce que je dis souvent, j'ai un mental. Enfin, je croyais que je déprimais, mais en fait, je déprimais pas. Mais j'ai un mental d'acier parce que Ouais. j'ai subi tellement d'harcèlement, tellement de moqueries. J'ai entendu tellement de méchanceté sur moi, sur mes parents, et je disais rien. Parce que il faut savoir, quand j'étais enfant, je gardais tout pour moi. Ouais. Donc, je ne disais rien, je ne me plaignais pas, je ne me défendais pas, surtout. Quand j'étais Mhm. vraiment enfant, je ne me défendais pas. Après, il y a eu un moment où j'ai explosé, où je suis devenue une personne qui remet tout le monde à Ouais. sa place. Et Ouais. voilà, Ouais. voilà, Donc en voilà, voilà. fait, une enfance qui était quand même pas assez facile, hein, comme tu l'as dit à l'école. C'est-à-dire même s'il y avait de l'amour dans la famille, même s'il y avait de l'attention, de la communication, mais Mm, en dehors de la famille où tes parents voulaient vraiment te protéger et faire de toi un enfant fort, il y avait toutes ces difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, comme tu l'as bien dit, tu as pris ta force de là, de ta vie, de mm, toutes les c'est ça. étapes de ta vie, et puis tu as transformé justement toutes ces choses désagréables en une force, en une confiance en toi aujourd'hui. C'est ce qui fait de toi, en tout cas, c'est ce qui fait un peu cette ambition qu'on voit, cette volonté Ouais, de tout ouais, donner et d'avancer. Eh ben, c'est beau, c'est magnifique et puis c'est très inspirant parce que certainement il y a beaucoup de personnes ont vécu ça, ils vivent ça aussi et parfois elles se demandent est-ce que je vais rester à subir ça toute ma vie? Comment je vais faire pour transformer ma faiblesse en c'est force? Et ça. voici, voilà un exemple face à moi. Ça fait quoi vraiment de toi d'être un enfant unique? Pas de frère, pas de sœur. Comment tu l'as vécu? Alors, comment je l'ai vécu Alors, je dirais pas l'enfant unique, parce qu'en fait, être enfant unique est une chose, mais être l'enfant unique de parents sourds et muets en est une autre. Et donc, j'aurais peut-être aimé avoir du soutien, hein, j'aurais aimé avoir des gens qui parlaient autour de moi à la maison, peut-être. Et c'est pour ça que je dis souvent, j'ai eu mon premier chat qui s'appelle Prince Minou. Enfin, tous ceux qui me connaissent le connaissent. Il est chez mes parents aujourd'hui. Je l'ai pas ramené. Ok. Ce premier chat, alors je l'ai adopté. Je crois que j'avais 15 ans ou 16 ans. Et je dis souvent que c'est grâce à ce premier chat que je parlais à la maison. Parce qu'en fait, avant, j'éprouvais pas le besoin de parler normalement, Mhm. comme je te parle. Donc à la maison, il y avait un certain calme. Enfin, on entendait des bruits. Mon père, il fait beaucoup de bruit. Ma mère, elle fait beaucoup de bruit. Mais cette communication normale entre, voilà, avec tous les sens qu'un humain est Oui. censé avoir, il n'y avait pas. Elle n'existait pas chez moi. Mm. Enfin, elle n'existait pas quand il n'y avait pas des personnes extérieures. Donc, quand il y avait une intervention extérieure, donc ça parle à la maison normalement. Et c'est grâce à ce chat que je parlais, je lui criais dessus, je l'appelais, je lui racontais ma vie. Et je dis souvent comme c'était ça. Si j'avais peut-être il a quelque part, enfin c'est fou quand même à dire, hein, les gens vont me prendre pour une folle, mais il a quelque part remplacé ce petit frère ou cette petite sœur Wow. parce que je lui parlais. Mm. Et je pense que j'aurais peut-être aimé avoir une sœur ou un frère, mais je ne regrette rien. Mais si j'avais la possibilité de revenir en arrière, je ne changerais absolument rien à mon enfance, hein. Bien. J'ai été heureuse malgré tout, malgré toutes les difficultés. Tranquille, je ne regrette absolument rien. Bien, Voilà. super. On peut Après, dire oui, que c'est difficile. ouais, on peut dire que c'est ça vraiment le plus grand défi de ta vie, c'est avoir des parents sourds et muets, et puis moi grandir à leur côté et devenir journaliste et comment et etc. C'est vraiment ça ton plus grand challenge. Je pense, oui, oui, oui. Et surtout d'être crédible. Parce qu'en fait, j'ai grandi en essayant d'être, on est, voilà, comme je te disais, j'ai grandi en essayant de, voilà, de me montrer ou voilà, d'avoir cette légitimité, je dirais, parce qu'en fait, parler à la place de ses parents, ouais, faut qu'on te prenne au sérieux quand même, hein. Et donc, j'ai grandi, donc, le challenge dans ma vie, je pense, de ma personne, c'était d'être crédible, toujours voilà, de chercher cette crédibilité. Euh, et voilà. Je Ouais. pense qu'aujourd'hui, je l'ai, puisque aujourd'hui, j'ai pas besoin de crier ou d'osser le temps pour qu'on m'écoute. Les gens me respectent et je sais me faire respecter. Et c'était ça, je pense, le revanche, j'aime bien dire le mot revanche, mais c'était ça en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai tellement cherché étant enfant, Oui, qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de le chercher, je l'ai naturellement. Tu magnifique. vois. Ouais, Ouais, je vois très bien. c'est Ouais. ça, ouais.
Eh ben oui, il faut le dire vraiment avec fierté parce que oui, c'est un très grand challenge parce que dans la vie de l'être humain, il y a évidemment beaucoup de challenges et on peut se dire oui, j'ai un défi professionnel, personnel, etc. Mais je pense dans ton cas, tu as grandi avec un challenge quotidien. Mais C'est ça, ouais. c'est ça, au fait. Tu as déjà baigné dans du challenge, dans les défis. Et j'imagine qu'aujourd'hui, justement, si tu es face, comme tu le disais tout à l'heure, je vois des gens, voilà, ils se plaignent, j'ai ça dans ma vie. Alors que toi, tu as subi des choses quand même hein, très difficiles et tu as su faire avec et grandir avec. Je pense que, ouais, c'est vraiment un grand, grand, grand défi. Euh, alors, ton rêve d'enfant, est-ce que est-ce que t'as un souvenir que quand tu étais enfant, tu te, tu avais une promesse envers toi-même où tu te disais, tiens, quand je serai grande, je ferai ou je serai. Je ne l'ai pas totalement réalisé, mais j'ai toujours, comme je te dis, on revient toujours au mot crédible, respect. Et je l'ai pas totalement eu parce que je me dis toujours que, en fait, je peux pas être pas une personne normale, mais je peux pas faire je peux pas vivre juste travailler, gagner de l'argent, faire des enfants et vivre. En fait, je veux vraiment mener, ne serait-ce qu'un petit changement euh, dans ma société ou dans l'environnement dans lequel je vis. Euh, Ça a toujours été mon rêve. En fait, c'est voilà déjà d'être crédible, ça a été compliqué, et voilà qu'on m'écoute et qu'on me prenne au sérieux. Hmm. Ça a été très très compliqué. Je pense que ça c'est bon, c'est réglé. Mais oui, après j'ai beaucoup de rêves. Hein. Je rêve beaucoup, mais j'en parle pas. Et je raconte pas mes rêves parce que je me dis oui, c'est un peu trop fou pour que les gens comprennent. Je rêve très grand, mais je parle pas et je suis pas là. J'aimerais. Non, c'est quand j'atteins ce. Des fois, c'est des petits trucs. Hein. Des Quand objectifs. voilà, c'est Ouais. des petits objectifs. Et quand je les atteins, je dis tiens, c'est bon. Finalement, Super. c'était pas. Ouais, ouais, Qui ouais. t'aide et ce qui Après, t'encourage. j'ai aussi le syndrome de l'imposteur. Hein. Je me Ok. crois toujours. Oui, oui, je me crois toujours pas incapable, mais j'ai des compétences que je ne vois pas. Hmm. Et il faut que j'atteigne ou que je réalise ces choses-là pour que je puisse me dire, ah, finalement, je pouvais le faire. J'étais capable de le faire. Donc, Hmm. ça, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Tout à Mais oui, fait. j'ai beaucoup de rêves, attention, j'ai beaucoup, beaucoup de rêves. Hein. Il y a des rêves qui Hmm. sont fous et des rêves très, très simples, là, comme tout le monde. Hein, Ouais. je Et pense. le tout premier était très justement, était relié directement à ta C'est personne, ça, c'est être c'est ça. crédible et se Crédible, faire ouais. respecter. Me Et ça, faire entendre, surtout. me faire entendre. Et ça, c'est déjà Ouais, ouais. réglé. C'est super. En France, tu es journaliste, évidemment, comme on a dit tout à l'heure, et Mhm. là, ça fait, tu travailles, enfin, tu es là-bas depuis 2 ans et demi. On fait, en fait, tu y travailles. Comment tu arrives à décrocher des jobs, des boulots? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans ton cas, dans ta situation actuelle, ils savent pas par où commencer, comment on fait. Comment tu le fais toi à ton niveau, Amira? Alors, ça a été très compliqué de décrocher ses premiers clients parce que au début, quand je suis venue, j'avais bossé pour une chaîne en tant que salarié. Ensuite, j'ai quitté. Et après, j'ai ouvert mon auto-entreprise. Donc, c'est quelque chose de très facile à faire en France. Hein. Beaucoup ne le savent pas. Donc, j'ai demandé mon numéro de SIRET. Donc, je suis auto-entrepreneur. Euh, et au début, je ne cherchais pas forcément que dans le journalisme, je cherchais dans la production de vidéos parce que je sais Ok. filmer, je sais monter, je sais faire des visuels, pardon, et tout. Et la première fois, donc c'était compliqué parce qu'au début, je travaillais avec des gens que je connaissais, donc mes amis. Ok. Ensuite, quand le projet, voilà, euh, quand les choses étaient sur les rails, il fallait que je trouve d'autres clients parce que mes amis n'avaient plus besoin de moi. Et après, je pense que dans le journalisme, c'est différent parce que c'est une question de réputation et de connaissances. Quand les gens ils savent qui tu es, pour qui tu as bossé, ils savent à peu près ce que tu fais. Et c'est comme ça, en fait, c'est Un parce réseau que je connais des gens. Voilà, c'est un réseau, c'est une question qu'on de réseau. dit, ouais, ce qu'on J'ai jamais dit, posé. ouais. En 2 ans et demi, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai jamais passé d'entretien, honnêtement. Ok. Je n'ai jamais passé d'entretien en 2 ans et demi. C'est des contacts et des gens qui ont Donc il besoin de faut quoi? moi. Il faut bouger, il faut connaître des Bah, gens, il faut montrer qu'on. Au je fait, pense pas que
comment on travaille, montrer le En résultat. fait, je pense pas que ce soit. Moi, je suis pas un bon exemple là. Attention, parce que le journalisme, c'est Mm. beaucoup disent ça, c'est une secte. Parce que le journal, en fait, c'est t'as déjà ton portfolio. Surtout moi, avec les réseaux sociaux, les gens savent déjà comment je parle, que je sais monter et tout. Après, moi, ce qui m'a le plus aidé déjà, c'est la maîtrise des langues. Donc, je peux parler en arabe comme en français. Et aussi, je maîtrise plein d'outils, c'est-à-dire je sais faire du montage, je sais cadrer, je sais faire du son, je maîtrise tout. Voilà. Élargit ton champ de connaissances. Ouais. Et Super. ça, c'est très, très important parce que beaucoup de journalistes, en fait, se contentent de, Ouais. voilà, on a d'excellents rédacteurs. Ils se disent, moi, je rédige très bien un article. Sauf qu'on est en 2024. On a besoin d'un rédacteur, Tout à d'un fait. monteur, d'un cadreur, donc ce qu'on appelle le JR, les journalistes reporters Mhm. d'image. Et je pense qu'il faut. Moi, je rencontre beaucoup de journalistes, par exemple, des Algériennes qui viennent ici, qui sont obligés de travailler, de trouver un travail dans un autre domaine, parce que elles peuvent pas peut-être, je sais pas si c'est la barrière de la langue, parce qu'il Mhm. suffit pas de maîtriser le français, il faut savoir rédiger, il y a français et français. Ouais. Donc, et parce que soit c'est une bonne rédactrice, soit c'est une bonne présentatrice, mais elle peut pas monter un sujet de A à Z toute seule. Je pense que c'est ce Mhm. qui m'a le plus aidé. Après, je dis toujours que moi je suis pas un bon exemple parce que moi j'ai rencontré des gens, fait j'ai fait un métier qui est visible sur internet, donc on Ouais. sait tout de suite qui est Amel Aboudjmaa en regardant. Les Ouais. gens des médias le savent, donc c'est pas pareil, c'est pas comme dans d'autres métiers où il faut se prouver, il faut faire des entretiens, tu vois, c'est pas pareil. Donc je suis pas un exemple dans ça, donc c'est pour ça que je donne jamais de conseils sur comment décrocher un job en France. Ouais, ça veut dire les réseaux sociaux, ça aide aussi, hein, c'est ce que tu veux dire aussi, parce que si, Pour certains domaines, voilà, exact, si on pour tape, certains on domaines, ça voit aide, oui. comment tu parles, comment tu rédiges, parce que peut-être aussi, voilà, tu rédiges, ta façon, etc., bah, sans passer C'est l'entretien, ça, c'est bon, on c'est comprend ça, qui c'est tu ça. es. Ouais, c'est dommage, hein, parce que je me dis que il y a beaucoup de gens qui méritent peut-être d'avoir Ouais. les mêmes opportunités. Après, attention, hein, j'ai aussi mon lot de difficultés. J'ai fait des petits jobs à côté. Hein. J'ai été babysitter quand je suis en Ouais, France, ouais. parce que voilà, il fallait avoir un revenu régulier parce que quand on est Mhm. freelance, on n'a pas de salaire. On a des factures, on sait pas, il y a des mois où on gagne plus que d'autres. Donc, il a fallu que je travaille à côté. Voilà, donc en fait, il faut pas avoir peur de travailler hein, faut Donc juste pas finalement, avoir peur de travailler. oui, finalement, quel conseil tu donnerais justement à cette jeunesse, on va dire, ou ces personnes qui veulent, qui sont en France, par exemple, ou même en Algérie, hein, qui veulent entrer un peu, voilà, ce domaine-là, ou faire En comme toi. France, il y a quelque chose qui marche beaucoup en France et en fait, c'est une qualité qu'il faut avoir. Mm. C'est un mot familier, mais c'est la tchatch. Il Mm. faut savoir parler, il faut savoir se mettre en avant et il faut savoir vendre ses capacités parce que on peut avoir un CV parfait, on peut avoir des diplômes, mais si on ne sait pas parler, et c'est là qu'on voit l'importance d'un entretien. Beaucoup de candidats ratent leurs entretiens parce qu'ils ne savent pas parler, ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas répondre, en fait. Et en fait, en France, ça, je l'ai compris à Paris. Hein. Je ne vais pas parler de toute la France, mais Mm. à Paris, la concurrence est rude, Mm. qu'on ne le veuille pas, Mm. dans tout. Surtout dans les domaines de l'audiovisuel, les médias, Mm. etc. Il faut avoir, voilà, il faut pas être timide, il faut savoir parler en public, il faut avoir la tchatch. C'est le seul mot que je trouve pas d'équivalent, c'est un mot familier, mais il faut avoir la tchatch et ça marche beaucoup en France. Mm. C'est Beaucoup, très bien beaucoup, ce que beaucoup. tu dis. C'est basé tout simplement sur la communication, en fait. Savoir C'est ça, c'est ça. communiquer, comment tu transmets ton information. Et tu as bien dit comment se vendre, en fait, vendre ses compétences que tu sais faire. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui savent beaucoup de choses et qui ont, comme tu l'as dit, un CV comme ça. Mais au final, quand tu es face à la personne, en fait, elle sait pas trop parler d'elle. Elle sait pas, même quand tu poses une question, elle sait même pas, en fait, elle dit oui, je fais ça. Mais après, elle développe, avance un peu C'est dans ça, l'idée. c'est Voilà. ça. Ouais, ouais. Et à Paris, vraiment, c'est une qualité qu'il faut avoir. Il faut s'entraîner à Mm. avoir ça parce que moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi je les connais, ils ont des compétences Oui. extraordinaires, mais c'est des gens qui ne savent pas, voilà, se vendre. Mm. Et alors qu'à Exactement. côté, tu as des gens qui sont peut-être moins compétents, mais ils sont tellement intéressants. Qui deviennent Et attirants, ils deviennent très voilà, c'est intéressants. ça, c'est ça.
très bon conseil, je trouve. Ouais. Alors, dans ton expérience au passé, tu as déjà été actrice, Amira. Oui, Chose que, je sais pas, trop bizarre. oui, est-ce que beaucoup de personnes le savent ou est-ce que, ça veut dire, on t'a beaucoup vu à la télé ou pas? Dis-moi, raconte-moi cette Alors, en Algérie, oui, beaucoup le savent. Ok. Après, faire la télé en Algérie, ça a commencé, j'ai été interviewer quelqu'un dans la rue en Algérie. Et je l'ai interviewé et ce jeune-là, il est chargé de casting. Donc, c'est quelqu'un qui ramène, qui détecte un peu Ouais, les profils, les ouais. nouveaux profils. Donc, il me contacte un jour, il me dit, écoute, on a une pub, est-ce que ça te dit de venir passer un casting? Je te vois bien faire ce rôle. Je le prenais pas au sérieux. Et à la dernière minute, donc j'appelle, j'annule. C'était trop tard pour moi d'y aller. C'était un samedi, je me rappelle. C'était trop Mm. tard. Et il me dit, non, écoute, on est là jusqu'à 19h. Et là, je me dis, bon, ça, c'est un signe, encore une fois, de l'univers que je dois passer ce casting, quoi. Donc, je vais, c'est une petite pub de rien du tout. Ouais. Donc, je passe le casting et je suis directement sélectionnée. Le lendemain, je rencontre Khaled Benaïssa, qui est un acteur et réalisateur. Tu dois le connaître, non? Khaled Ouais. Benaïssa. Ça me dit, oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Et donc, le lendemain, il vient, il me voit, il me dit, mais t'as une très belle énergie. Est-ce que t'as déjà fait du théâtre et tout? Je lui dis, non, pas du tout. Moi, je suis même pas de ce domaine. Je suis juste journaliste et tout. Il me dit, écoute, vraiment, tu devrais exploiter Mm. ce talent que tu as. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, j'ai joué pour pas mal de pubs. Et la première expérience pour un sitcom, c'était pour Temosha. Ok. Après, c'était la période du Covid, donc Ouais. ils ont complètement supprimé, enfin, ils ont supprimé une bonne partie du scénario. Ouais. Donc, au lieu d'avoir 30 épisodes, il y en a eu que 12. Ah, Donc, ok. j'ai eu un petit rôle dans Taïmosha. Ensuite, j'ai joué dans un feuilleton qui s'appelle l'IM. Mhm. Voilà. Et c'est comme ça. Après, j'ai quitté l'Algérie, donc il a fallu que, enfin, Ouais. non, j'ai mis pause Ouais, à cette justement, expérience. tu gardes un lien avec ce métier, on va dire, d'actrice ou est-ce que tu penses toujours, tu te dis oui, si j'aurais une proposition, pourquoi pas? Bien sûr, oui, 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 pourquoi pas. Après, je te mens pas, hein, je passe pas de casting en France, je cherche pas. Hmm. Honnêtement, je ne cherche pas à avoir une expérience parce que, bah, je sais pas, je veux me concentrer sur ce que je fais dans le Tu journalisme fais et surtout actuellement. la production. Et puis, ce que je fais sur mes réseaux sociaux, c'est aussi, c'est de l'actorat parce que Tout à quelque fait. part, c'est un alter ego qu'on adopte sur les Ouais, réseaux sociaux. Donc, c'est aussi, si je n'étais pas actrice, j'aurais peut-être pas pu faire ce que je fais, j'aurais peut-être tout à pas fait. pu être drôle quelque Bah part. justement, Que beaucoup attends, me ça trouvent m'a drôle, rappelé. hein. Mais oui, justement, moi j'ai écrit hier soir, hein, je regardais les questions, j'ai écrit humour. Tu sais quoi? Il y a eu l'une de tes vidéos où tu disais, je sais pas par quoi tu as commencé les vidéos, j'ai oublié un petit peu les mots. Après, Ouais. t'as dit, ne prêtez pas attention à ma chemise. Hein. Voilà, je suis venue vous faire la vidéo, même si j'ai la chemise froissée. Bah, beaucoup me disent, mais là, tu devrais faire du stand-up. Mais non, en fait, moi, je C'est savais même pas que incroyable. j'étais drôle. Mais des fois, je trouve comme ça des phrases, voilà, voilà. Ou bien quand tu fais, ou bien quand tu fais une grimace, hein, des grimaces comme, genre, et là, Mais oui, on comprend très bien à quoi tu penses, tu vois l'idée et tout, selon les sujets, ouais, hein, ouais, selon les ouais, sujets que ouais, tu ouais. abordes dans la vidéo. Très intéressant. Et franchement, c'est beaucoup de talent, Amira. Hein. C'est beaucoup. Il y a de l'humour, il y a le journalisme, il y a vraiment de tout. Waouh. Ça, c'est toutes les galères que j'ai connues durant mon enfance. Non, même pas, c'est même pas une question de galère, c'est toutes les frustrations qui ressortent là aujourd'hui. Et là, eh ben bravo. Tu sais très bien les transmettre parce que d'autres ne savent pas comment faire justement et Ouais, donc ouais. elles entrent dans une certaine tu as une sphère de regret, de frustration, de colère, comment j'étais enfant et pourquoi moi je suis une et tu vois les questions. Bravo, tu as su vraiment Merci, faire un peu merci. tu vois créer une belle balance dans ta vie entre Ouais, ouais, l'enfance ouais. et voilà et toi aujourd'hui. Eh ben super. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre via cet épisode qu'on enregistre aujourd'hui ensemble? Qu'est-ce que tu as envie de dire, que ce soit sur toi, que ce soit sur l'humain hein, en général, je sais pas, ou que ce soit sur ton domaine à toi? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? En fait, puisqu'on parle de persévérance, pour moi, la persévérance, c'est de ne pas attendre de tout avoir ou que toutes les conditions soient réunies Mm. pour agir. Pour moi, la persévérance, c'est toujours faire et continuer sans rien. En fait, c'est toujours, moi, jusqu'à aujourd'hui, je démarre de rien. Hein. Enfin, je fais des choses, j'ai rien.
Je m'améliore. Ensuite, je commence une nouvelle chose alors que j'ai absolument rien. Et il faut pas attendre que tout soit parfait ou que toutes les conditions soient réunies pour agir ou pour changer ou pour faire ce qu'on a envie de faire. Je pense que la persévérance, c'est de juste faire. Et après, avec le temps, les conditions vont suivre. Et voilà. Donc, pour moi, c'est ça la persévérance. J'adore ce que tu dis. Tu sais, Amira, dans, par exemple, mes séances coaching ou moi, hein, en tant que coach, hein, pas en tant que podcasteur, eh ben, lorsqu'il s'agit de confiance en soi, ça veut dire d'apprendre, d'aider la personne à avoir confiance en elle, la toute première chose que que j'encourage la personne à faire, c'est passer à l'action. Évidemment, pour pouvoir passer à l'action, on passe par quelques étapes, mais la toute première chose, c'est que tu commences déjà quelque chose, tu fais le premier pas, tu fais le tout petit minuscule pas pour pouvoir te dire waouh, je l'ai fait, j'avance maintenant. C'est excellent, c'est super ce que tu dis et c'est une belle façon d'encourager les gens justement d'avancer. Et quand on fait ce pas, c'est là où on remarque qu'on a confiance en nous-mêmes. C'est là où on la muscle cette confiance. Exactement. C'est des fois je dis oui à des propositions ou peut-être des commandes que j'ai alors que j'ai absolument pas les outils, je sais que ça va être compliqué, j'ai pas le temps et tout, je dis oui. Tu te lances. C'est en commençant et je me lance et je trouve des solutions et c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas quand on a tout, on apprend absolument rien. C'est quand on a rien et on essaye de trouver des solutions parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas la bonne, on n'est pas dans les bonnes conditions. C'est là qu'on apprend et c'est là qu'on s'améliore. C'est pas quand on a tout et que toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse cette chose-là. Donc oui, voilà. Exactement. Mais j'aime beaucoup les mots sur la persévérance. Comme dernier, on va dire dernier message, qu'est-ce que, tu sais, je te vois un magnifique fruit de tes parents. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui dans ce podcast? Qu'ils ont très bien réussi leur vie, malgré tout, malgré leurs difficultés. Je pense que ce sont, bon après ça c'est pas très objectif, mais c'est des êtres formidables, extraordinaires. Ils ont toujours eu peur de ne pas réussir certaines choses, de ne pas réussir, que ce soit par rapport à moi ou pas. Mais j'aimerais tellement leur dire qu'ils ont très très bien réussi leur vie. Magnifique. Ouais. Magnifique. Merci pour ce message et merci de faire partie du chemin du podcast Persévérance. J'ai beaucoup apprécié l'échange aujourd'hui, énormément, et le sourire que tu dégages, l'énergie, j'adore. Franchement, merci à toi. Toi aussi, tu es très positif. C'est tellement agréable d'échanger avec toi. Et j'ai dit des choses, je pense que pour la première fois que je le dis comme ça, on va dire à l'antenne, c'est pas à l'antenne, mais oui, mais c'est vraiment agréable. Tu es souriante, tu as une belle vibe, tu es très positive, donc on ressent cette énergie-là. Merci Amira. Encore une fois, merci à toi. Et je te souhaite une très belle continuation dans ce que tu fais, dans ce merveilleux monde dans lequel tu es. Merci. Et on attend encore plus de vidéos. Oui, promis. Merci Amira et prends soin de toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.